Entreprendre, c'est quelqu'un qui est porteur de projet. C'est quelqu'un qui a un rêve et puis qui désire réaliser ce rêve-là ou ses projets, puis qui met en place tous les moyens puis les outils nécessaires pour les concrétiser. Bien, je dirais essentiellement, c'est pour se réaliser. C'est se réaliser, toi, en tant que personne, puis réaliser tes rêves. Je pense que tout entrepreneur aujourd'hui, si on les questionne, ça part vraiment d'un rêve ou de conviction profonde de vouloir les réaliser puis de les mener à terme. En fait, c'est une entreprise qui offre les services de réaménagement intérieur. Alors, c'est autant au niveau commercial que résidentiel. Alors, j'offre un service qui part de la prise de mesure, aller à la conception de plans assistés par ordinateur. Ensuite de ça, je peux assister le client dans la demande de soumission et le suivi des soumissions pour, après ça, faire le suivi de chantier puis aller jusqu'à l'étape finale de décoration, coloration, habillage de fenêtres. Alors, je recrée finalement tout l'espace intérieur en fonction, bien sûr, des besoins des clients. Mon travail consiste essentiellement au niveau de la conception et puis aussi du suivi, m'assurer que ce que j'ai conçu, ce que j'ai vendu comme projet au client, bien, soit conforme à ce qui a été présenté puis à ses besoins. Donc, c'est vraiment une grosse partie de mon travail. C'est la recherche, la conception, la réalisation de plans, le suivi et puis la réalisation finale, là, la touche finale, les objets décoratifs, ces choses-là. Moi, c'est assez particulier parce qu'en fait, c'est une deuxième carrière. Alors moi, j'ai eu une carrière dans l'enseignement très fructueuse et très intéressante aussi. J'ai été enseignant, j'ai été directeur adjoint. Mais à un moment donné, après une quinzaine d'années, j'avais vraiment l'impression que j'avais fait le tour du jardin. J'avais, en éducation, une fois que tu es professeur, les seules autres options qui restent, c'est soit d'être à la direction de l'école ou être cadre à la commission scolaire. Donc, je suis allé dans ce domaine-là, mais je me suis vite rendu compte que je me suis dit, il me reste encore une 25 années à faire et puis je voyais plus de défis à relever. Alors, j'avais vraiment l'impression que j'avais fait le tour de la question. Alors, là, je me suis dit, bien, pourquoi pas profiter de faire quelque chose que j'avais toujours rêvé de faire. Qu'en fait, je faisais aussi, si on peut dire, on the side, sans avoir vraiment la formation complète pour ça. Alors, donc, j'ai décidé de m'inscrire à des cours parce que pour moi, ce qui est bien important dans la fondation d'une entreprise ou d'un nouveau projet, c'est vraiment d'avoir une formation adéquate. Et puis après ça, bien, d'aller réaliser tes rêves si cette formation-là correspond vraiment à tes goûts puis te donne la solidité nécessaire. Alors, c'est ça, je me suis inscrit, j'ai commencé à suivre des cours et tout de suite, j'ai adoré ça. Et la seule chose, je me suis dit, pourquoi je n'ai pas fait ça 10 ans plus tôt? Mais en tout cas, c'était ainsi et puis c'était bien comme ça. Alors donc, je suis allé chercher une formation adéquate. Je suis allé chercher un peu d'expérience dans le milieu comme tel, pas très longue parce que j'avais quand même un bagage de connaissances au niveau de l'expertise, au niveau de la relation avec les gens, au niveau de la présentation, au niveau de ces choses-là. Donc, c'est vraiment plus une expérience technique que je suis allé chercher. Et puis après ça, bien, je suis parti à mon compte. Je me suis inscrit au registre des entreprises, je suis parti à mon compte et je me suis lancé. Ben oui, moi je dirais que c'est assez facile. Je dirais plutôt que c'est, en tout cas dans mon domaine, moi c'est pas comme une entreprise, une PME où j'ai besoin d'avoir un plan financier solide, j'ai besoin d'aller chercher de l'investissement
pour construire, pour louer des bureaux. Moi, dans mon cas, je pouvais tout simplement partir à la maison. J'avais juste besoin d'un support technique là, au niveau des ordinateurs et tout ça, mais ça peut se faire assez bien. Ce qui est important, je pense, c'est vraiment, c'est sûr que, encore une fois, dans mon cas, quand tu as une carrière qui est entreprise, puis j'étais même au maximum d'échelle, si tu laisses ça puis tu repars à zéro, c'est sûr que la première année, tu ne fais pas une année avec une centaine de clients, là. Tu pars très lentement. Donc, ce qui est super important, c'est d'avoir un support, je dirais même financier puis moral. Et ça, si j'avais été tout seul, c'est sûr que ça aurait été difficile pour moi de pouvoir le faire. Et pour un an ou deux, il faut que tu aies quand même quelqu'un sur qui tu peux compter, autant financièrement que moralement, parce que, bon, il faut quand même que l'argent rentre puis que tu puisses payer tes dépenses. Mais je dirais qu'assez rapidement, j'ai atteint ma vitesse, là, ma vitesse de croisière après 3 ans. Ça prend vraiment de 2 à 3 ans pour te monter une clientèle et puis pour poursuivre. Mais je dois dire aussi que, bon, ça faisait quand même 18 ans que j'étais sur le marché du travail, donc j'avais quand même beaucoup de connaissances. Et c'est sûr que dans mon domaine aussi, quand tu pars, ce qui aide beaucoup, c'est les amis, la famille, tes anciennes relations de travail. Donc, ça va être tes premiers contrats et c'est là aussi que tu développes vraiment ton expertise et ton entreprise. Ce qui est difficile pour nous, c'est que le design d'intérieur, c'est pas encore ce qu'on appelle une profession à titre réservé. Autrement dit, c'est pas comme un avocat, un notaire, ou un comptable, un architecte même, qui a un ordre professionnel et qui supervise ses membres. Je suis membre de l'Association des designers intérieurs du Québec. On est en changement présentement. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. On se rapproche de plus en plus d'une profession qui va être réglementée et suivie. Et il y a beaucoup d'étapes qui ont été faites à ce niveau-là et c'est très bien. Donc, comme à l'époque où je suis entré, c'était pas encore une profession qui était reconnue puis à titre réservé. Ce qui était difficile au niveau de la compétitivité, c'est que presque n'importe qui peut se dire designer ou décorateur intérieur et s'improviser décorateur. Donc, c'est ça, la compétition venait d'un peu partout. Alors, à ce niveau-là, c'est difficile parce qu'il faut vraiment que tu saches démontrer par rapport aux autres tes qualités, tes compétences. Et puis, à ce niveau-là, bien, la formation est super importante. Si je remonte un peu plus loin dans le temps, moi, je regarde il y a 30 ans, quelqu'un qui voulait être designer d'intérieur. C'est dommage, mais c'était vu de façon un peu péjorative et la formation qui était donnée elle laissait un peu à désirer. Je m'explique, c'était une formation technique, mais c'était beaucoup plus centré sur l'aspect décoration, c'est-à-dire les choix de tissus, la coloration. On s'attardait très peu au design, au plan, à la conception de l'espace intérieur. Chose qui se faisait aux États-Unis depuis nombre d'années, mais qu'ici, on était un peu en retard à ce niveau-là. Alors, on a de beaucoup amélioré la formation technique jusqu'au jour où on s'est rendu compte qu'on devait même donner la possibilité d'avoir une formation universitaire encore plus poussée. Et là, maintenant, c'est ça, on a les deux possibilités, mais je vous dirais, c'est sûr que si tu vas vers la formation universitaire, bien, ton profil est beaucoup plus complet. Et cette formation universitaire, bien, elle a été créée justement de façon à pouvoir travailler en collaboration avec les autres acteurs du milieu. Et ça, c'est super important parce qu'aujourd'hui, tout est relié. Quand tu as un gros projet, que ce soit dans le commercial ou même dans le résidentiel, tu fais appel à un architecte, souvent des ingénieurs, et tu as le designer. Alors, il faut que tu sois capable vraiment de pouvoir suivre tout ce qui se passe, faire les connexions avec les différents intervenants et trouver ta place là-dedans. Mais pour ça, tu dois quand même avoir une formation solide en partant.
Moi, ma vision à long terme, bon, je suis pas, je suis quand même pas débutant dans le métier. Alors, c'est sûr que moi, c'est plus pour maintenir une vitesse de croisière. Ce qui est intéressant avec le type d'emploi que je fais, c'est que je peux continuer, même si j'ai dépassé l'âge de la retraite, je peux moduler le nombre de clients en fonction de mes besoins, en fonction de mon rythme. Alors, j'ai une très bonne vitesse de croisière, je suis très satisfait avec ça. Je souhaite juste la maintenir. Ça, c'est une chose. L'autre chose, en termes de défi, c'est d'être capable de rester à jour. Rester à jour autant au point de vue technique, quand on parle ordinateur, avec tout ce que ça comporte, puis aussi au niveau des tendances. Moi, j'aime beaucoup, j'ai toujours eu cette passion-là de m'intéresser à tout ce qui touche le design et l'architecture. Alors, bon, ça m'aide dans ma profession, mais aussi, je pense que pour un designer, c'est très important d'être au courant de tout ce qui est nouveau, des nouvelles tendances pour pouvoir les intégrer dans tes projets. Bien, je pense que la première question, il faut se demander si on est prêt à mettre les efforts. Si on est prêt à mettre les efforts pour pouvoir réaliser ces rêves-là. Alors, ça, c'est une chose. L'autre chose, il faut se demander si, là encore, ça dépend beaucoup du type d'entreprise, mais si c'est une entreprise qui nécessite de l'investissement, bien alors c'est sûr qu'il faut avoir un plan financier solide, il faut savoir le monter, il faut aller chercher de l'aide, s'entourer de gens compétents pour pouvoir le monter, ton plan financier. Voir aussi au niveau de ce que tu peux aller chercher comme financement. Alors, soit à la banque, soit du côté gouvernemental aussi. Il y a des subventions qui existent, dépendamment du type d'entreprise que tu veux développer. Et puis aussi, bien, là encore, ça dépend aussi du marché que tu veux viser. Ça, c'est bien important. Tu dois cibler ton marché. Alors, si c'est quelque chose qui est très local versus quelque chose qui dépasse les frontières, alors là, tu dois aller chercher, je dirais plus, le support financier dont tu vas avoir besoin pour pouvoir le mener à terme. La première chose, quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, il faut qu'il se connaisse très bien. Il faut qu'il connaisse ses forces, ses faiblesses. Ça doit être quelqu'un de dynamique, qui sache se présenter. Ça doit être quelqu'un aussi qui est à l'écoute des clients. C'est super important dans notre domaine aussi. Et non seulement, bon, l'écoute de tes clients, mais il va te permettre aussi de connaître chez tes clients aussi leurs forces et leurs faiblesses, de savoir aussi qui est-ce qui a le lead aussi, parce que ça, c'est très important, surtout dans le résidentiel. Tu transformes un espace intérieur, mais c'est pas juste la dame ou son conjoint qui habite là-dedans, c'est les deux. Et souvent, ils peuvent avoir une approche très différente. Donc, dès les premières rencontres, il faut que tu sois capable de savoir est-ce qu'ils sont sur la même longueur d'onde? Sinon, qu'est-ce que tu dois réajuster pour les amener à ce qu'ils soient sur la même longueur d'onde? Donc, il y a un certain côté de psychologie qui est très important. Donc, ça fait partie de l'écoute des clients puis d'être capable de cerner ce qu'ils veulent rapidement. Finalement, ben c'est ça, je reviens aussi. S'il y a un conseil, il faut un conseil à donner à quelqu'un qui commence dans ce domaine-là, en plus de ce que je viens de nommer, la formation est super importante. Tu te crées pas designer simplement parce que tu t'intéresses à la décoration ou au design intérieur. Il faut vraiment que tu ailles chercher une formation solide. Et maintenant, ce qui est super intéressant, c'est que tu as de très bonnes formations qui se donnent même au niveau universitaire. Alors, tu peux aller chercher tous les outils dont tu as besoin pour mener à bien ta carrière. Bien là, on est dans un projet, on s'en va en soumission. Bien, moi, j'envoie ça par PDF à l'ordinateur à 1, 2, 3 soumissionnaires. Mais là, tout le monde a la même chose. Et là, on peut comparer des oranges avec des oranges, okay, des pommes avec des pommes. Il ne peut pas dire, bien ici, tu ne l'avais pas écrit, alors moi, j'ai pensé mettre ça. Alors là, comme ça, tout est détaillé. Alors, on sait vraiment pourquoi. Tu sais, tu parlais d'éclairage tout à l'heure, il y a toujours le plan d'éclairage en fonction d'une cuisine, c'est super important. En fonction des modules où ils sont placés, en fonction des 3 types d'éclairage que tu vas avoir, un éclairage d'ambiance, un éclairage fonctionnel, puis un éclairage d'accent.